Et bienvenue dans ce club du mercredi. Vous dire avant toute chose que le prix du roman des étudiants France Culture Télérama est lancé avec une très très belle sélection. Sébastien, 5 romancières sont en lice cette année. Diati Diallo, qu'on a reçu récemment, Monica Sabolo, Kauter Adimi pour son roman algérien aussi, Lucie Rico et Claire Baglin. Il faut encore qu'on fasse connaissance avec au moins 3 d'entre elles. Trois d'entre elles. Qui succédera cette année à Mathieu Palin? C'était l'an dernier, à Lola Lafont ou encore Emma Becker. C'est à vous de nous dire. Et pour devenir juré de cette 10e édition du prix du roman des étudiants, je vous propose de vous rendre tout de suite sur notre site radiofrance.fr. Il faut être un peu jeune quand même. C'est un prix du roman des étudiants. Il faut être étudiant. Il faut au moins être étudiant. Il faut signer une courte critique d'un livre de votre choix. C'est la manière choisie pour candidater. Et le tout avant le 9 octobre. J'ai envie de dire qu'on compte sur vous. On va suivre ça avec attention. Exactement, jusqu'au résultat final de cette sélection et de votre vote. Mais devenez d'abord donc jury pour ce prix. Au sommaire de notre book club, aujourd'hui, le fait divers, cette matière incroyable à récits et à romans. En cette rentrée littéraire, 2 livres mènent l'enquête. Celui de Grégoire Bouillet, qui publie un grand roman de 902 pages, dans les premières sélections du Goncourt, du Renaudot, du Vepler ou encore du Femina. Le cœur ne cède pas, paraît aux éditions Flammarion, où vous aviez déjà publié, Grégoire Bouillet, le dossier M, livres 1 et 2. C'était en 2017 et 2018. C'est un retour. Bonjour. Bonjour. Le livre également de la journaliste Pascale Robert-Diard. Elle tient la chronique, vous le savez peut-être si vous êtes des lecteurs assidus du Monde, la chronique judiciaire depuis près de 20 ans dans le grand quotidien du soir. Elle a couvert des centaines de procès qu'elle a parfois prolongés dans des récits plus longs ou dans des livres, comme par exemple dans La déposition parue en 2016 aux éditions de l'Iconoclaste, où elle récidive aujourd'hui avec un roman, La petite menteuse. Bonjour Pascale Robert-Diard. Bonjour. Et rebonjour Sébastien Thème. Rebonjour Olivia. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle d'une tendance qui continue de monter, c'est le livre audio. Mais on commence en restant dans le thème de l'émission avec un essai qui revient aux origines du fait divers, un ouvrage collectif pour rendre hommage à l'historien Dominique Khalifa, spécialiste de l'histoire du crime, des faits divers et de la presse, disparu il y a 2 ans. Son titre, c'est Faits divers et vie déviante du 19e au 21e siècle et publié chez CNRS Éditions et rédigé par plusieurs chercheurs qui se cachent derrière un pseudonyme, Roy Pinker, personnage de faux reporter inventé par le magazine Détective, créé en 1928 et publié à l'époque par Gallimard. Chaque auteur a choisi dans le journal de son choix, d'hier ou d'aujourd'hui, un fait divers énigmatique, un canular ou une petite annonce, mettant en scène une incongruité du quotidien, un déraillement de la logique ou une petite vie déviante. Marie-Ève Terranti, professeure de littérature, a largement participé à la rédaction de cet ouvrage et nous explique comment le fait divers est avant tout un fait social. Il est sûr qu'il y a une sorte d'attrait irrésistible, de fascination pour le fait divers. Il exerce une sorte d'effet d'attraction. Alors parfois, les défenseurs du fait divers ont pu dire que, en suscitant au quotidien des émotions fortes, horreur, pitié, indignation, le fait divers servait de liant social. Il aura même un pouvoir de catharsis. Pour Georges Leclerc, le fait divers serait le lieu de la satisfaction symbolique des frustrations les plus élémentaires. Et donc, finalement, se prendre en photo devant la maison d'un tueur en série ou lire les faits divers servirait en quelque sorte d'exutoire à la société en permettant aux hommes d'assouvir fictivement leur pulsion de mort. Mais il faut bien voir que il y a d'autres émotions plus troubles qui se mêlent, très proches du plaisir aussi dans la lecture du fait divers. Et puis le plaisir du fait divers vient aussi de la surprise et de l'étonnement, toujours renouvelé, qu'il crée grâce aux causes inattendues, c'est ce que disait Barthes, un chien voleur, des maisons maudites, et puis enfin peut-être le plaisir de se voir conter une histoire d'épouvante, est aussi évident. Donc il n'y a pas de fait divers sans récit, sans transmission. Et puis, contrairement au roman policier, le fait divers, il paraît en tout cas authentique. Voilà, authentique. Pascale Robert-Diard, qu'est-ce que ça dit de nous, collectivement, le fait divers? Ça m'inquiète sur moi, et je pense que ça devrait aussi inquiéter Grégoire, parce que faut qu'on se pose des questions sur notre intérêt.
Bon, vos pulsations et vos meurtres sont peut-être Oui, c'est gérés ça, il doit y justement à avoir, travers vos livres. quelque chose de la vie Mm. par procuration, hein, de la vie on vit des passions humaines par procuration. Non, je pense que c'est surtout, enfin, c'est surtout un fantastique révélateur de l'hommerie. Comme on pourrait dire, c'est-à-dire de ce qu'un être humain est capable de faire, de vivre, d'éprouver. Et c'est quand même un lieu, pour ça, c'est quand même un endroit où on observe. Pourquoi vous dites l'hommerie et pas l'humanité? Parce que l'hommerie, pour moi, il y a là-dedans beaucoup plus de pulsions, beaucoup plus de choses qui agitent et le désordre et qui créent le désordre social d'ailleurs. Mais non, je pense qu'il y a vraiment rien de malsain. Je pense que c'est un formidable lieu d'observation de la condition humaine. Oui. Et d'ailleurs, ça passionne les lecteurs et les écrivains, donc vous deux. Moi, je suis intriguée par le titre de ce livre, de cet essai qui paraît donc en cette rentrée dont vous nous parlez, Sébastien Thème, Faits divers et vie déviante, hein, sur cette idée de déviance. Grégoire Bouillet, comment vous l'entendez? Oui, alors moi, je suis évidemment, ça prend en charge toutes mes pulsions malsaines, hein. On va passer là-dessus Déviance. rapidement. Les déviances virtuelles et prises en charge par les faits divers. Non, moi, c'est surtout le côté exceptionnel, c'est-à-dire que c'est un fait qui sort de l'ordinaire. Mais alors, Barthes disait que c'était un trouble de la causalité. C'est-à-dire comment un élément assez minime produit un crime monstrueux, par exemple. Et puis je suis aussi sensible à Bourdieu qui disait que c'est quand même un fait qui fait diversion par rapport aux informations que le citoyen devrait savoir, et du coup le fait divers prend de la place sur ces informations. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'abord une histoire de récit, un fait divers. C'est d'abord quelque chose qu'on raconte. Et la littérature a vraiment... s'est vraiment préoccupé depuis très longtemps, depuis au moins le XVIIIe siècle. Enfin, on connaît, je crois que c'est l'affaire Berthet qui inspire Stendhal pour Le Rouge et le Noir, c'est l'affaire Delamarre qui inspire Flaubert pour Emma Bovary. Donc voilà. Mais ce qui s'est passé au XXe siècle, et ça c'est très intéressant, c'est que le fait divers n'est plus du tout l'inspiration du roman, c'est devenu la matière même du roman. Et il s'agit de contester les récits qui sont faits, notamment journalistiques, du fait divers. Et la littérature prend en charge ce récit pour en construire un autre. Et un autre dont il espère qu'il s'approche davantage de la vérité des êtres, de la vérité de la situation, etc. Donc c'est pour ça que le fait divers est une matière incroyable. Ce que vous faites, vous, Grégoire Bouillet, totalement d'ailleurs dans Le cœur ne cède pas, hein. Vous êtes resté complètement insatisfait devant le récit médiatique qui a été fait de cette affaire qu'on va raconter. Et il y avait pour vous l'envie de la raconter autrement, ou de retrouver tous les à côté qui n'étaient pas évoqués dans les titres des journaux, et notamment dans les sujets d'Antenne 2 que vous avez pu revisiter, voire dans les sujets qui avaient pu être donnés à la radio, de retrouver tous ces fragments manquants de cette vie, celle de Marcel Pichon, qui est un peu votre héroïne quand même dans ce livre récit. Le cas qui est le cœur du livre, qui est au cœur du livre, puisque c'est effectivement une ancienne mannequin de chez Jacques Fath qui, en 1984, à l'âge de 64 ans, s'est laissée mourir de faim dans son petit appartement de la rue Championnet. Dans le 18e à Paris. Dans le 18e à Paris. Et son jeûne a duré 45 jours. Et moi, ce qui m'a surtout fasciné, en tant qu'écrivain, évidemment, c'est que pendant ces 45 jours où elle se laisse mourir à petit feu, elle écrit le journal de son agonie. Et ça m'a fasciné, oui, disons le mot, mais qu'est-ce que ça veut dire d'écrire son agonie dans le temps même où on la vit, où on la subit et où on se la donne? C'est-à-dire, est-ce que c'est la vie qui écrit la mort? Est-ce que c'est déjà la mort qui écrit la vie? Et donc, voilà, il y a une enquête qui fait 900 pages parce qu'elle méritait ça, mais pour comprendre d'abord quelle était la trajectoire de cette femme, et deuxièmement, essayer de retrouver le journal d'agonie. Et j'avais dans l'idée de le publier comme un document tout à fait fascinant. Oui. Ce journal de Marcel, Oui. qui est quand même en soi un texte
extrêmement étonnant puisqu'elle l'écrit dans sa propre agonie. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un journal d'une agonie, mais racontant l'agonie d'un autre. Hein. Et c'est celui que vous évoquez, la nouvelle de l'écrivain japonais, hein, Shimada, à ce sujet. Ces carnets de la momie qui racontaient l'agonie d'un homme qui était en train de se laisser aussi mourir de faim, mais ce n'était pas sa propre agonie. Donc on va revenir sur ce qu'a pour vous peut-être la valeur de ce texte ou de ce journal, mais revenir, puisque tout a commencé pour vous à la radio, avec un cocktail qui était donné par les équipes des Nuits Magnétiques, cette très belle émission que vous avez souvent écoutée, ce tapis volant, comme vous la décrivez. Ce roman, il est né pour vous d'une période de creux, de vide, Grégoire Bouillet, où les livres, comme le stylo de l'écrivain, dites-vous, vous tombent des mains. Vous n'avez plus vraiment d'envie. Vous êtes invité à ce cocktail. Et puis, cette histoire, celle de Marcel Pichon, vous revient à l'esprit pendant que tout le monde est en train de manger des petits fours. Elle s'est justement laissée mourir de faim chez elle pendant 45 jours à l'été 85. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va la retrouver 10 mois plus tard. Hein, beaucoup de temps après. Cette enquête littéraire, pourquoi passer le buffet France Culture? Il y avait pour vous quand même un mystère à élucider? Il n'y a que des mystères à élucider. Avec l'idée que, de toute façon, la vérité va m'échapper. Mais j'ai toujours envie de dire, les gens qui disent non, mais la vérité n'existe pas, je suis d'accord, mais on peut le dire une fois qu'on l'a cherchée. J'aime pas qu'on la pose avant, ça m'énerve toujours. Et donc il y avait plein de mystères, et l'un des mystères, mais que le livre va appréhender à un moment donné, qui est quelle est ma relation avec ce fait divers. C'est-à-dire pourquoi est-ce que parmi la foultitude de faits divers, celui-ci m'est resté en mémoire. Et tout démarre en fait parce que à la radio, donc dans cette émission des Nuits Magnétiques que j'écoutais en 1985, je me suis rendu compte que je l'écoutais, puisque tout démarre à partir de là, un extrait du journal d'agonie de Marcel est lu à l'antenne. Et j'entends cette émission, et il y a une phrase à un moment donné, c'est mardi, 17e ou 20e jour de jeûne, peu importe, la langue comme un escargot. Et moi j'entends ça, et je sais pas, je dresse l'oreille, et ça m'a rappelé bien après... André Breton a découvert l'écriture automatique en entendant une nuit, alors qu'il était dans un état de somnolence, une phrase qui était « Je vois par la fenêtre un homme coupé en deux ». Et cette phrase cogne à sa vitre, c'est ce qu'il explique, et elle cogne à sa vitre, et à partir de là, il se dit « Je vais l'intégrer à mon matériau poétique, cette phrase qui vient de nulle part ». Et ben, je pense que cette phrase de la langue comme un escargot, voilà, et je l'ai gardé pendant 35 ans, enfin plus de 35 ans, en mémoire, donc le fait divers, mais je ne me rappelais plus ni de Marcel Pichon, ni même sur quelle radio c'était, ni même de l'émission. Il a fallu que je rencontre, après l'écriture du dossier, quelqu'un qui travaille à l'INA et qui me dit « Ah, mais je peux rechercher l'émission ». Il a retrouvé l'émission et tout est parti à partir de là, quoi. Une fois que j'avais le nom, le lieu... Après, c'est la passion d'investigation. On se retrouve dans une position de chercheur d'or, enfin, avec chercher alors les archives, tous les témoignages, le contexte. Ça veut dire quoi, se suicider, se laisser mourir de faim en 1984, par exemple. En 1984, il se passe plein de choses. Enfin, Mitterrand vient d'arriver au pouvoir. C'est le début de la grande pauvreté, du plan grande pauvreté de Fabius. Enfin, il se passe plein de choses. Donc, comment est-ce que tout ça s'articule et qu'est-ce que l'on peut dire en fait de cet événement tragique, horrible, hein, enfin, de se laisser mourir de faim pendant 45 jours. Dans le journal, il y a quand même des phrases épouvantables qui sont les urines sont rouge-sang, j'ai très mal au rein. Enfin, voilà, c'est atroce, quoi. Et s'infliger ça, quel était le message en fait, voilà, donc. Je me suis lancé sur la piste un petit peu comme Tintin, enfin aussi. Oui, ou comme Roy Pinker, dont parlait à l'instant Sébastien Thème du magazine Détective que vous lisiez. Non, mais parce que je suis arrivé à une période où c'était plus du tout la période de Kessel. Hein. Enfin, les origines de Détective, c'était quand même Kessel, et de Simenon, absolument. Donc là, il y avait une vraie volonté d'appréhender le fait divers comme un fait social et pas simplement comme un fait spectaculaire. Enfin, voilà, donc... Voilà, et de ce journal de Marcel Pichon, et on va revenir sur la vie de cette femme telle que vous la racontez, vous l'imaginez, puisque c'est un roman signé comme tel. Vous dites que c'est aussi un bloc d'abîme, et vous allez vous laisser entraîner dans cet abîme-là le temps de l'écriture de ce livre. Le cœur ne cède pas, dont on parle aujourd'hui avec vous. Revenir aussi sur le point de départ de votre histoire, celle que vous nous contez,
Pascal Robert Diard, avec cette petite menteuse qui a trouvé naissance dans la réalité, dans un procès que vous avez pu suivre, dans un fait divers dont vous avez, comme Grégoire Bouillet, entendu parler à la radio ou ailleurs, ou qui est né du fruit de votre imagination? Non, je n'ai pas la puissance d'imagination de Grégoire. Non, mais donc effectivement, c'est né d'un fait divers et de deux procès, en réalité, que j'ai eu l'occasion de suivre, qui sont anciens. Et c'est quelque chose qui m'est resté en tête pendant longtemps, parce que je trouvais l'histoire intéressante, parce que c'était pas la question, encore une fois, du mensonge d'une adolescente. Je trouve ça très très ordinaire et je dirais presque assez normal. Je pense qu'à l'adolescence on ment. Ce qui m'intéressait, c'était évidemment la question du rôle des adultes et de la place et de l'enfermement dans laquelle cette jeune fille avait été, du fait de la foi que les adultes avaient accordée à ses paroles. Et puis, ces souvenirs ont été ravivés par la lecture d'un roman que je trouve exceptionnel de Ian McEwan, qui s'appelle Expiation, dans lequel, à un moment donné, justement, il y a une jeune fille qui croit voir une scène, qui va dénoncer une scène qu'elle prend pour une scène de viol. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle vit. Et qui ensuite va raconter ce qu'elle a cru voir, va être crue par les adultes et va entraîner. Ça se passe au début du XXe, et va entraîner tout un destin familial. Et cette jeune fille va mettre effectivement une vie à expier cette erreur. Et il y avait tout ce mécanisme qui était très bien décrit. Donc ça m'a donné envie, effectivement, de revenir sur le sujet et de le faire en fiction, avec aussi, je sais, la question du pourquoi de le faire maintenant, bon, et que je me suis posée, qui m'a beaucoup préoccupée, parce que raconter aujourd'hui qu'une jeune fille peut mentir dans une affaire de viol, ça peut être compliqué. Mais je crois que justement ce que j'éprouve en fait, en revanche quotidiennement dans mon métier, c'est que s'il y a bien un lieu qui se refuse aux injonctions collectives, c'est bien celui du fait divers, c'est celui du procès. Voilà, ça ne marche pas, quoi. Les certitudes collectives ne marchent pas dès qu'on s'intéresse aux individus. Donc effectivement, je me suis dit oui, pourquoi pas raconter l'histoire d'une jeune fille qui affronte, devenue adulte, le mensonge qu'elle a prononcé, enfin, qu'on l'a aidée aussi à prononcer lorsqu'elle avait 15 ans. Voilà, et ça se joue aussi dans la confrontation qu'elle va avoir avec son avocate lors du procès en appel. Cette jeune fille, Lisa, et l'histoire de ce mensonge. On parlait de causalité tout à l'heure, de l'intérêt dans les faits divers de la causalité. Ça, je trouve ça fondamental. Qui se retrouve vraiment là, ce que ça va entraîner, cet homme aussi, qui va être en prison alors qu'il n'a cessé de clamer qu'il était innocent. On se souvient de la confrontation qu'avait mis en scène un écrivain comme Éric Deluca entre le juge et l'accusé dans un de ses précédents livres. C'est la question de la parole, effectivement, qui est analysée là dans cette confrontation. Pourquoi, pour vous, la causalité est centrale aussi? La causalité est centrale parce que je crois vraiment que s'il y a bien une chose qui est impressionnante, c'est que dans le crime, le plus fort, c'est la succession de tout petits verrous qui ont sauté. C'est la succession c'est pas quelque chose qui s'impose comme ça, comme un gros pataquès. C'est vraiment une succession de petits verrous qui sautent, une succession de circonstances qui vont faire que, et notamment dans le mensonge, je crois vraiment qu'il y a des mensonges. On peut proférer un petit mensonge à un moment donné pour se sortir d'une situation immédiatement dangereuse pour soi. Et ce petit mensonge va en entraîner un autre, qui va en entraîner un autre, et les conséquences vont être considérables. Ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus fascinant, parce qu'au fond, c'est ce qui retire aussi au crime sa puissance. C'est-à-dire que quand on le décrypte, quand on le déroule, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de petites choses, et qu'à chaque fois, ces petites choses-là, on les connaît, on aurait pu les vivre, on aurait même pu sans doute les faire, enfin voilà.
Et sauf qu'il y a un dernier moment où ça bascule. Mais la causalité me paraît absolument essentielle. Ouais. Et l'espoir qu'elle place dans ce mensonge, hein, c'est assez beau quand même. Elle le dit, j'ai menti pour me sortir de toute la merde dans laquelle j'étais. C'est-à-dire qu'elle pense que ce petit mensonge va changer sa vie. Mais bien sûr, parce que cette jeune fille cette jeune fille a 15 ans, elle a des seins avant les autres. Elle est donc elle est devenue évidemment dans un collège la fille facile du collège. Donc comment on fait pour se sortir de ça quand on a cette réputation-là? Et à un moment donné, parce qu'elle voit que les filles la regardent de travers, parce qu'elle se fait agresser régulièrement, voilà, par les garçons qui lui demandent pas son avis, elle va se dire, mais en fait, elle va confier à une amie qu'elle est victime et qu'elle est victime d'un adulte parce qu'elle a besoin que tout ça s'arrête. Et sauf que, effectivement, cette confidence faite sous la couette à une amie va être répétée à des profs qui vont penser que forcément cette jeune fille, effectivement, dit la vérité et les parents vont être au courant et les gendarmes vont être saisis et un coupable parfait va être désigné. Et ça donne la petite menteuse à l'iconoclaste Pascal Robert-Diard. Avec nous également Grégoire Bouillet pour Le cœur ne cède pas aujourd'hui. 2 romanciers mènent l'enquête jusqu'à 13h30. Sébastien Thème, on ouvre une nouvelle question dans ce book club du mercredi avec le livre de Grégoire Bouillet qui fait partie de ses livres, on le disait, présent dans toutes les sélections des prix littéraires ou presque, et qui se retrouve aussi en bonne place sur la grande table des libraires. Hein. Tout à fait, absolument, et particulièrement dans une librairie indépendante à Agde, dans l'Hérault, son nom, la Promenade du Phare. Elle vient de fêter d'ailleurs son premier anniversaire. C'est Emmanuel, une des libraires, qui propose de rebaptiser votre livre Le cœur ne cède pas par Rapport sur M, un mix entre les titres de vos textes précédents, Rapport sur moi et le dossier M. Emmanuel parle d'un voyage époustouflant qui lui rappelle le journal de Kafka, le pamphlet de Valérie Solanas ou les enquêtes de Joseph Rouletabille dans les mystères de la chambre jaune de Gaston Leroux. Vous me direz si ces références vous conviennent, mais je termine avec Emmanuel qui salue aussi votre initiative d'avoir mis en ligne l'ensemble des documents rassemblés lors de votre enquête. On trouve tout ça sur le site lecoeurnecèdepas.fr et évidemment sur notre compte Instagram @bookclubculture. Kafka, si c'est la première question, Sébastien, il est omniprésent dans ce texte. Il est omniprésent, hein. Oui. Déjà le champion de jaune, hein. Enfin, voilà, ça démarre avec ça, mais Kafka, c'est quand même la phrase d'exergue du livre, c'est une phrase de Kafka qui est une cage allait à la recherche d'un oiseau, qui est une phrase incroyable. Vraiment magnifique. Et qui résonne comment en vous? Qui veut dire quoi cette phrase? Je pense que c'est le destin profond de Marcel, d'être allé à la recherche, d'avoir été sa propre cage et d'avoir enfermé son propre oiseau. Je pense que c'est ça qui s'est noué chez elle. C'est le grand écrivain de la culpabilité, Kafka. Et je pense que toute l'histoire de Marcel Pichon, c'est un livre sur la condition féminine aussi, hein, au XXe siècle. C'est-à-dire que on voit très bien, donc elle est née en 1921, on voit très bien comment le nom des femmes est effacé des actes d'état civil. Elle a été mariée 2 fois. Son deuxième mari, j'ai découvert au prix de manipulations transgressives qu'en fait il la tabassait, qu'elle avait porté plainte. Elle a été mannequin pendant pas très longtemps chez FAT, mais il y a quand même un certain nombre de documents qui montrent comment les femmes étaient sadisées, les mannequins étaient sadisés. Donc il y a comme ça un destin de femme aussi. Mais je ne vais pas la réduire simplement à ça, c'est aussi un destin qui vient du Berry. Sa famille, le berceau, c'est Baumier, voilà, qui est tout à côté de la Mare au Diable. Donc il y a énormément de choses. Une fois qu'on commence à fouiller, à s'intéresser à un individu, et j'étais sensible à ce que vous disiez, Pascal, que c'est pas une histoire d'injonction collective. C'est dès que vous prenez un individu, il synthétise toutes les injonctions collectives et il y échappe dans le même mouvement parce que c'est sa vie, parce que c'est lui et qu'il y a quelque chose qui échappe. Voilà. Oui, mais il y a quand même un point commun un peu entre Marcel, qui s'appelait Florence lorsqu'elle était mannequin, et votre Lisa, qui change aussi son prénom, Pascal Robert-Diard. Peut-être déjà le besoin ou la tentative qu'elles ont faite l'une et l'autre de changer leur identité et de s'inventer une autre vie. Et puis, le sentiment que ces 2 filles, 2 femmes, au fond, ne s'aiment pas jusqu'au bout de leur vie, malgré leurs tentatives, elles se détestent ou elles n'arrivent pas à s'accepter.
pour Lisa, contrairement à Marcel, Lisa, c'est une adolescente. Donc déjà, c'est évidemment, au début, quand l'histoire se passe, c'est une adolescente. Donc je pense qu'il y a peu d'adolescents qui s'aiment. Et effectivement, c'est aussi une jeune fille qui s'ennuie. Et dans une petite ville, dans un petit collège où rien ne se passe. Et à un moment donné, il y a un dialogue comme ça avec Alice, son avocate, et elle lui demande de manière très étonnante, elle lui demande d'où venez-vous. Elle demande à Alice d'où venez-vous, et Alice ne lui répond pas. Mais en fait, à un moment donné, elle lui répond quand même si de Paris. Et Lisa lui dit alors vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que l'ennui dans une petite ville. Et je crois qu'effectivement le désir d'échapper à sa vie, elle l'éprouve très fortement. Elle déteste tout le monde dans lequel elle est, et elle déteste. Et après, elle va détester évidemment ce qui lui arrive dans ce collège, dans cet univers à la fois protecteur et très 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 limité, et où du coup une réputation vous enferme très vite. C'est un portrait de la justice quand même que vous faites aussi dans ce livre, Pascal Roberdy, de son fonctionnement aujourd'hui et de l'importance que l'on donne au témoignage, de la place de la parole des victimes, celles qui leur est accordée. C'est aussi oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est ce que je connais le mieux. Ce qui me frappe, ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer comment finalement la même justice pouvait tourner dans un sens, c'est-à-dire fabriquer un coupable parfait. Et tout d'un coup, simplement parce qu'une jeune femme disait « j'ai menti », dérouler complètement le fil dans l'autre sens, et s'apercevoir que tout ce qui avait été cru pouvait être retourné, mais c'est la même machine qui tourne. Donc c'est vertigineux de voir comment on peut à la fois fabriquer un masque de coupable et comment on peut ensuite le faire tomber. Il y a une phrase qui est vraiment... Enfin, qui a un enseignement, quand on le lit, qui dépasse le cas de Lisa et de la petite menteuse, c'est quand vous écrivez que, dans le fond, il n'y a pas de coupable dans cette histoire, il n'y a que des bonnes intentions. Et ce sont les bonnes intentions qui vont tricoter et fabriquer quelque chose qui est un drame, enfin voilà, qui est une injustice et qui est un drame, et qui est... Voilà. Et ça fait écho un petit peu à quelque chose où moi-même, je me suis surpris à être... dans l'injonction des bonnes intentions, parce que quand je démarre le livre sur Marcel Florence, évidemment, j'ai une espèce d'empathie pour elle. Enfin, vraiment, cette femme, et la pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé pour s'infliger une telle mort. Et à un moment donné, je suis tombé dans les archives Harolsen, qui compilent 26 millions de documents sur les personnes civiles persécutées par les nazis. Marcel Pichon. Il y a une Marcel Pichon, née à Paris, et là... Mon cœur bondit, évidemment, et bon, elle est née en 1923. Et j'écris « dommage ». Et là, je me dis « non, mais ça va pas la tête. Tu peux pas dire dommage, tu vas regretter que Marcel Pichon n'ait pas été persécuté par les nazis. » En fait, il y a eu deux Marcel Pichon. Voilà, c'est une homonyme qui est née quasiment à la même période. Voilà, et c'était pas la vôtre qui a été déportée. Ouais. Voilà. Mais se surprendre soi-même en flagrant délit de bonnes intentions, et donc pour que, en fait, le pire soit arrivé, parce que ça aurait été bien pour le livre, mais vraiment, je me suis donné des claques, et je dis que je me donne des claques, parce que c'est sordide de fonctionner là-dessus. Et donc, je suis très content qu'elle n'ait pas été persécutée par les nazis. Vous n'avez pas perdu totalement votre empathie ou votre compassion pour autant, parce que cette Marcel Pichon, qui a donc 64 ans, en 85 à sa mort, elle a, et vous faites le calcul rapidement, 20 ans sous l'occupation. Et Marcel Pichon, quand vous découvrez qu'elle n'a pas été déportée, vous réalisez quand même au fil de votre enquête, en revanche, qu'elle n'a pas eu pour autant une jeunesse très facile. Vous diriez que vous aviez quand même envie de lui redonner vie à cette ancienne mannequin à travers ce livre qui est passé aussi de la lumière à l'ombre, totalement, après ces années de podium, même si on n'appelait peut-être pas ça comme ça exactement à l'époque. Et est-ce que vous aviez envie de lui offrir à cette Marcel Pichon un tombeau, une stèle littéraire ? Très honnêtement, je ne sais pas. Je sais que je voulais comprendre. Ça, c'est ce qui m'a animé, c'est comprendre. Et quand je découvre que sa mère l'a abandonnée quand elle avait 8 ans, c'est quand même une pièce du puzzle. Enfin, pour une gamine, quand je découvre que son père était coiffeur, c'est une autre pièce du puzzle. Donc, toutes ces facettes-là, elle se marie en octobre 40, c'est-à-dire 3 mois après que Paris soit occupé par les Allemands. Il se marie, ouais. Elle se marie. Mais qu'est-ce que ça veut dire de se marier? Alors moi, j'ai regardé les registres et tout ça. Il y a 40% de mariages en moins. Personne ne se marie en octobre 40.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Et évidemment, il s'avère qu'elle est enceinte de 7 mois à ce moment-là. Ah bah oui, bah donc il y a des choses qui se tissent. Est-ce qu'elle aimait son mari? Bah peut-être pas, elle était juste enceinte, il fallait qu'elle se marie. Le puzzle est complet ou pas aujourd'hui, Grégoire Bouillet? En tous les cas, mon détective Bimor et son assistante Penny ont été au bout de... Et puis ils élucident quelque chose quand même à la fin. Ça donne le cœur de cette page en 900 pages qui paraît, j'arrive même pas à le lire, chez Marion, ça fait 2 fois que j'échoue. Sébastien Thème, donner à comprendre, c'est peut-être d'abord donner à entendre. Et oui, bien sûr, le livre audio, une tendance qui monte et qui permet d'être multitâche, absolument. C'est ce qu'on apprend avec l'étude que l'on doit à Glyph, une appli pour lecteurs qui permet de gérer sa bibliothèque dématérialisée, partager ses coups de cœur et recevoir chaque jour des suggestions de lecture personnalisées. Glyph a sondé ses abonnés et 20% d'entre eux confirment lire autant sur papier ou sur tablette qu'en écoutant des audiolivres. Le principe de l'audiolivre, c'est qu'on peut lire ou plutôt écouter une lecture et faire autre chose en même temps. Un trajet vers son bureau, en faisant son ménage, sur son vélo ou en faisant son sport. Le directeur général et cofondateur de Glyph, Khalil Mouna, nous parle de cette nouvelle pratique. On ne peut pas vraiment parler de boom du livre audio dans la mesure où c'est une augmentation. Je parlerais plus d'une accélération. Il y a une augmentation notable les 2 dernières années. En revanche, là où il y a un boom, c'est un boom de l'offre de livres audio. Et donc forcément, l'usage augmente mécaniquement. Mais je ne parlerai pas d'un boom de livres audio dans la mesure où on a à peu près 10% d'augmentation de l'usage en France, alors que l'offre, elle a augmenté beaucoup plus. Donc c'est normal que l'usage du livre audio augmente. Aux États-Unis, en revanche, ça a aussi augmenté, peut-être un peu plus vite. On est quasiment à 25% d'augmentation de l'usage aux États-Unis. Et tout cela est aussi porté par le boom du podcast de manière générale. Et oui, le livre audio et le podcast, même combat. J'ajoute que les livres les plus écoutés sont soit du roman contemporain, soit de la littérature de genre, polar ou thriller, comme Styx, le thriller sonore de Volodya Ser, à découvrir sur Audible, l'une des plateformes d'audiolivres les plus plébiscitées. Olivia. Merci beaucoup Sébastien Thème. Préférait-elle Marcel Pichon, les ouvrages de Blanchot, de Mauriac, de Farc, de Koestler, de Simenon, de Simone de Beauvoir, de Georges Bataille, de Marx ou de Maurras à l'époque? Aimait-elle Kafka? C'est une question. Vous lisez, vous écoutez aussi de la littérature l'un et l'autre? Les fictions de France Culture, oui, Ouais. volontiers. Livre audio, certainement pas en conduisant. Je trouve que l'écoute... C'est vrai. Non, de toute façon, je conduis pas, donc c'est facile de dire ça. Bon, bah, voilà. Une chance d'atterrir dans un arbre. Mais non, je trouve ça formidable, en fait, d'entendre un texte. Mais ça ne peut pas remplacer la lecture. Excusez-moi, je plaide pour ma paroisse. Et vous lisez dans votre tête, est-ce que vous écrivez à voix haute, Pascal Robert-Diard? Oui, Ça, c'est un enfin, truc de journaliste quand même. oui, bah, bien sûr, bien sûr. Enfin, oui, il y a quand même, il faut quand même entendre un rythme de la phrase, voir si les choses sont simples. Après, moi, c'est vrai que je lis plus que j'écoute parce que j'ai l'impression de baigner en permanence dans les mots, enfin, voilà, dans les endroits où tout tourne autour des mots prononcés, autour de l'oralité. Et donc, du coup, effectivement, j'aime bien le texte écrit. Vous allez peut-être, vous vous êtes déjà lu l'un et l'autre. On va en tout cas recommander aux auditeurs de se plonger dans vos 2 romans. Pascal Robert-Diard, La petite menteuse à l'iconoclaste, Grégoire Bouillet, Le cœur ne cède pas, c'est chez Flammarion, l'un et l'autre fidèles à vos maisons d'édition. Merci beaucoup à tous les 2 d'être venus. Merci, Olivier. Merci, Merci. partagez vos enquêtes, coup de cœur littéraire. Tout de suite, c'est les quadritèmes de Charles Dantzig. Hier, on n'a pas pu écouter le 2e volet consacré à Pasolini. Je vous rappelle qu'il est à retrouver en ligne sur radiofrance.fr. Et tout de suite, c'est le 3e volet. Pasolini en 4 volets. Bonjour Charles Dantzig. Bonjour Olivia. Et c'est le 3e volet. Aujourd'hui, on parle d'un film, pas d'un livre. On parle de la ricotta, Olivia. Je vous disais hier qu'il y a 2 œuvres dans lesquelles Pasolini s'est élevé au-dessus de lui-même. Je parlais de son roman Théorème et voici aujourd'hui son cinéma avec la ricotta. La ricotta, c'est un sketch inclus dans un film intitulé Rogopag, d'après les noms de ses 4 auteurs, Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti. Dans le sketch de Pasolini, un réalisateur de film, joué par Orson Welles, filme une Passion du Christ. Sur le lieu du tournage, un figurant, un pauvre homme, un miséreux même. Il se nomme Stracci. En italien, Stracci signifie haillon. Il est chargé d'interpréter un des larrons crucifiés avec Jésus. Pendant le tournage, il ne cherche qu'une chose, à manger. Il finit par récupérer un gros morceau de ricotta et s'engouffre si bien que, sur la croix, pris d'indigestion, il meurt.
Aucune ironie là-dedans. Pasolini n'en avait pas, et c'était d'ailleurs une de ses grandes qualités. Il montrait plutôt une compassion dure, je dirais. La Ricotta est un film, dans le meilleur sens du terme, presque léger. Et la légèreté non plus n'était pas une qualité pasolinienne. Je ne le dis pas davantage en mauvaise part que pour l'ironie. Il y a des lourdeurs splendides et des légèretés odieuses. La Ricotta a même de l'humour, ou plutôt, on croit qu'il en a, puis on se rend compte que, plutôt, il cherche à en avoir. Ainsi, quand le réalisateur demande qu'on prépare une autre scène, 5 assistants crient l'un après l'autre « L'autre scène, l'autre scène !» Cela suffirait bien pour nous montrer le désordre ordonné des plateaux de cinéma et les petites concurrences d'ego, mais il faut que Pasolini y mette aussi l'autre scène dans la gueule d'un chien qui aboie. On sent parfois l'effort chez lui. C'était un bon garçon. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il avait l'esprit de sérieux. Il dynamitait cette tendance par des idées violentes et intelligentes. La Ricotta, c'est un film qui venge une certaine catégorie de personnes, les créateurs. Pasolini, comme on sait, a été positivement persécuté par la convention, souvent aidé par des journalistes qui cherchaient le scandale. Et dans ce film, le réalisateur répond à un critique de cinéma qui lui pose des questions stupides. « Vous n'avez rien compris parce que vous êtes un homme moyen ». Au passage, cela venge aussi Orson Welles, qui interprète le rôle et qui avait été lui aussi bien maltraité à ses débuts. La Ricotta, ça sert avant tout à nous parler des petits, qui n'ont jamais la parole ni la mémoire. Le réalisateur, voyant Strachey mort, dit « Pauvre Strachey, crevé, il n'a pas eu d'autre moyen de nous rappeler que lui aussi était vivant. » Oui, voilà une grande observation. Les misérables n'ont pour eux que leur mort. Cela participe du côté chrétien de Pasolini, avec la compassion, mais aussi, hélas, la résignation. L'indignation de Pasolini ne conduit jamais ses personnages à la révolte. Il est le créateur des Strachey, pas des Gavroche. C'était le 3e volet des quadrithèmes de Charles Dantzig, à retrouver sur radiofrance.fr, ainsi que le podcast de l'émission. Demain, 4e et dernier volet, puis vendredi, ce seront les Incipits de Mathias Hénard. Un grand merci à Oriane Delacroix qui a programmé cette émission avec Didier Pinault à la préparation. Merci beaucoup aussi à la très digitale Zora Vigny, à la technique. Aujourd'hui, avec Thomas Beau à la réalisation, Lucas Finet, merci à lui. Demain, Sébastien Thème au menu de notre book club. On s'intéresse au phénomène One Piece, le manga le plus lu en France, avec des lectrices et des lecteurs de tous âges. Ils nous ont dit pourquoi ils aimaient, pourquoi ils lisaient One Piece, et continuez à nous rejoindre via notre hashtag Book Club Culture, Olivia. Et dans la première partie de Bienvenue au Club, l'entretien à la réalisatrice Rebecca Slotowski à l'occasion de la sortie de son nouveau film Les enfants des autres. Merci. Dans quelques instants, les pieds sur terre.